Imaginez un peu la scène. On est à Saint-Jean-de-Luz au siège de Quicksilver. Un jeune stagiaire en MBA, il vit un peu le rêve. Le cliché parfait, quoi. Exactement. L'ambiance est hyper décontractée, on va surfer à la pause déj, les 35 heures c'est la norme. Bref, le cadre idéal. Oui. Et pourtant, en plein milieu d'une fête, une question toute simple lui tombe dessus. Et c'est quoi la suite ? Ce moment de doute, ce petit vertige, c'est le point de départ de notre analyse aujourd'hui, qui s'appuie sur le livre Le pouvoir de la planification financière de Rico Assumption, et c'est ce passage qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on passe de ce qu'il appelle lui-même une phobie de la planification à une vraie prise en main de son avenir financier ? C'est la mission du jour. C'est ça. On va explorer 3 grands axes du livre. D'abord, le déclic psychologique, comment on bat cette inertie, la procrastination. Ensuite, on verra comment changer notre regard sur notre rôle dans l'économie. Et enfin, on parlera de stratégies très concrètes pour organiser ses finances et investir, mais sans se prendre pour le loup de Wall Street. Commençons par ce déclic, parce que c'est sans doute le plus dur. L'auteur se décrit comme un procrastinateur né. Ah oui, il n'y va pas par 4 chemins. Pas du tout. Il raconte qu'il a fait le test MBTI, un outil de personnalité assez connu, et il est un pur P pour perception. En gros, c'est le profil spontané, flexible, Celui qui déteste les plans. qui a une sainte horreur des plans et des engagements. Je pense que pas mal de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Absolument. Et pour illustrer ça, il utilise une analogie que je trouve géniale, qui vient d'un TED Talk de Tim Urban. Il dit « Imaginez que dans notre cerveau, il y a un décisionnaire rationnel. Ok. C'est la partie de nous qui veut faire les choses bien, travailler, manger sainement, épargner, la version adulte de nous-mêmes, quoi. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul aux commandes. Justement, Juste à côté de lui, il y a le singe de la satisfaction immédiate. Et ce singe, il n'a aucune notion du passé, du futur, il vit que pour le plaisir de l'instant. le truc facile et amusant. Voilà. Dès que le décisionnaire rationnel veut se mettre à une tâche, disons un peu sérieuse, le singe attrape le volant et nous emmène vers les vidéos de chats, les réseaux sociaux. La spirale Wikipédia, qui commence par l'Empire romain et finit 3 heures plus tard sur les films de kung-fu. On connaît tous ça. C'est exactement ça. L'auteur, il donne un exemple assez fou. Il avait 1 an pour écrire sa thèse de 90 pages. Et pendant des mois, rien. C'était le singe qui pilotait. Et c'est là qu'arrive le 3e personnage, le monstre de la panique. Ah, Lui, il dort, la plupart du temps, mais il se réveille en sursaut quand une échéance est sur le point de nous exploser à la figure. quand la honte ou des conséquences graves sont imminentes. Voilà. Et sa seule présence terrifie le singe, qui file se cacher et qui laisse enfin le décisionnaire rationnel prendre les commandes. Et c'est comme ça qu'il a écrit ses 90 pages de thèse. En 72 heures. En 72 heures. C'est à la fois dingue et terrifiant. Ce système marche, mais dans la douleur et le stress absolu. Oui, mais le point crucial du livre, il est ailleurs. Ce système, aussi mauvais soit-il, il ne s'active que s'il y a une échéance claire, un examen, une deadline. Le problème, c'est que pour les trucs les plus importants de la vie, il n'y a pas d'échéance. Précisément. Préparer sa retraite, prendre soin de sa santé, apprendre une compétence. Pour tout ça, le monstre de la panique, il ne se réveille jamais. Jamais. Il n'y a pas d'alarme. Du coup, la procrastination devient chronique, silencieuse. Et c'est elle, nous dit l'auteur, qui est la source des plus grands regrets. Le but de la planification, au fond, c'est de se créer ses propres deadlines pour des choses qui n'en ont pas. C'est une distinction essentielle. On est bon pour gérer la panique visible, mais pas cette panique silencieuse. Une fois qu'on a eu ce déclic, il faut comprendre le jeu. Et pour ça, l'auteur utilise une autre image, celle de l'île déserte. Oui, c'est une super façon de tout remettre à plat. Imagine un groupe de naufragés. Au début, c'est le chaos, chacun fait tout pour survivre. Pêcher, cueillir, Et chacun est médiocre en tout. voilà. Puis il remarque que John, lui, est bien meilleur pêcheur et que Peter est plus doué pour construire des cabanes. La spécialisation, la fameuse division du travail, mais en version Robinson Crusoe. Exactement. Au lieu de perdre du temps à mal faire les choses, John ne fait que pêcher, Peter ne fait que construire. Et là, la productivité de l'île explose. Et ils ont besoin d'une monnaie pour échanger, des coquillages, j'imagine. C'est ça. Mais le point fondamental, c'est que la richesse n'est pas un jeu à somme nulle. La richesse de l'île a été créée à partir de rien, juste en organisant mieux le travail. Peter ne s'est pas enrichi en volant les coquillages de John. Non. Et ça nous amène au concept central du livre. Une phrase toute simple, « Concentre-toi sur tes poissons ».
D'accord. L'idée, c'est que la plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils veulent consommer. La belle cabane, les bananes. L'auteur dit c'est une erreur. La seule vraie question, c'est quelle valeur tu peux produire pour les autres? Quels sont tes poissons? C'est un vrai changement de perspective. On nous apprend à lister ce qu'on veut acheter, pas à se demander ce qu'on peut apporter. Ça déplace le focus de prendre à contribuer. Et c'est lié à une autre idée forte, la différence entre le sujet et l'assujetti. L'assujetti subit, il accuse les circonstances, son patron, la crise. Le sujet, lui, il agit. Il agit. Il s'inspire de Machiavel qui disait que la chance compte pour 50%, mais que les 50% restants dépendent de nous. Le sujet, il ignore les 50% qu'il ne contrôle pas et il se concentre à fond sur ceux qui dépendent de lui. Il se concentre sur ses poissons. C'est intimidant, mais en même temps, c'est très libérateur. Ça nous redonne un pouvoir d'action. Bon, d'accord. On a identifié ces poissons, sa valeur. Comment on transforme ça en patrimoine? Concrètement, on commence où? Le livre propose un principe d'une simplicité presque enfantine, tiré d'un autre classique, L'homme le plus riche de Babylone. Le principe, c'est se payer en premier. Ça sonne bien, mais ça veut dire quoi, se payer en premier? Ça veut dire que dès que le salaire arrive, avant de payer le loyer, les factures, les courses, avant de payer qui que ce soit, on met de côté au moins 10% pour soi. Avant tout le reste. Avant tout, le livre dit que chaque euro épargné devient un esclave qui travaille pour nous. Si on paye les autres d'abord, on fait travailler les esclaves des autres. Si on se paie en premier, on construit sa propre armée. Je comprends le principe, mais j'imagine le scénario. Ok, j'ai mis mes 10% de côté, et maintenant? Cet argent qui dort sur un compte, ça peut être un peu angoissant, un peu flou. C'est le piège, oui. Et pour éviter ce flou, il faut diviser cette épargne en plusieurs cagnottes. Des objectifs très clairs. La première, la base de tout, c'est l'épargne de précaution. Le filet de sécurité? Le filet de sécurité absolu. C'est la première étape non négociable. L'objectif, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses de côté sur un placement sûr et accessible, type livret A. C'est ce qui permet de gérer une panne de voiture ou une perte d'emploi sans paniquer. Absolument. Une fois que ce fonds est plein, on peut passer à la suite. La deuxième cagnotte, c'est pour les dépenses à court et moyen terme, les vacances, l'ordinateur. Troisièmement, le fonds de retraite. Et enfin, seulement quand tout ça est en place, on passe à la quatrième cagnotte, le booster de patrimoine. Et c'est là, sur ce booster de patrimoine, que ça se complique pour beaucoup de monde. L'auteur d'ailleurs est très clair, il déconseille d'essayer de battre le marché. Ah oui, il insiste beaucoup là-dessus. Il cite même cette réplique du loup de Wall Street. Personne ne sait si une action va grimper, chuter, aller sur le côté. La solution qu'il propose est donc à l'opposé de la spéculation, c'est la gestion passive, via ce qu'on appelle des ETF ou trackers. L'idée est hyper simple. Au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, on achète toute la botte de foin. On achète toute la botte de foin. Un ETF qui suit l'indice mondial, par exemple, ça permet d'investir d'un coup dans près de 1600 des plus grandes entreprises du monde. On achète le marché, en fait. C'est ça. On accepte d'être moyen, de suivre la performance globale du marché. Et le paradoxe, c'est que sur le long terme, grâce à la diversification et aux frais très bas, cette stratégie moyenne bat la grande majorité des investisseurs actifs. Donc en gros, l'idée, c'est d'arrêter de se prendre pour un génie et d'accepter humblement la performance de l'économie mondiale. Ce qui, ironiquement, nous fait surperformer la plupart des soi-disant génies. C'est une approche basée sur l'humilité et sur les chiffres, oui. On ne fait pas un pari. On mise sur la croissance globale à long terme. D'accord, donc si je résume, tout part d'un déclic, de la décision de maîtriser notre singe intérieur. Ensuite, on change de perspective. On arrête de penser à ce qu'on veut consommer pour se focaliser sur la valeur qu'on peut apporter, sur nos poissons. C'est ça. Et enfin, on passe à l'action avec des gestes simples. Se payer en premier, compartimenter son épargne et, pour la faire grandir, acheter toute la botte de foin. C'est une excellente synthèse. Et pour finir, il y a une dernière histoire dans le livre que je trouve parfaite pour résumer l'état d'esprit. C'est un cours de poterie. Le prof divise sa classe en deux. Oui. Au premier groupe, il dit « Vous serez noté sur la qualité d'un seul vase. Vous avez tout le semestre pour faire votre chef-d'œuvre. » Au second groupe, il dit « Vous serez noté sur la quantité. 25 kilos de pot, c'est un A. 20 kilos, un B. » L'expérience est géniale. J'imagine que le groupe qualité a passé son temps à théoriser sur le vase parfait.
Exactement. Des semaines de débats sur la forme, l'argile, la cuisson, paralysés par la quête de la perfection. Pendant ce temps, l'autre groupe, le groupe Quantité, Il s'est mis au boulot. ils ont produit des dizaines de pots. La plupart étaient ratés au début, tordus, moches. Mais à chaque essai, ils apprenaient de leurs erreurs, ils ajustaient, ils recommençaient. Et à la fin, les meilleurs vases venaient du groupe Quantité. Sans aucune exception. En se concentrant sur l'action, la répétition, ils ont acquis une maîtrise que les autres n'ont jamais eue. Et la leçon pour la finance, c'est la même. Le perfectionnisme est un piège. On attend d'avoir le plan parfait, le moment idéal, la grosse somme à investir. Et on ne fait rien. Voilà, on reste bloqué. Donc l'idée, c'est que mon premier virement de 50 € sur un ETF, même si je n'y comprends rien, il a plus de valeur que 6 mois de lecture à chercher un plan parfait qui n'existe pas. C'est précisément ça. Il vaut mieux commencer maintenant, même avec 5 €. Faire des erreurs, apprendre, ajuster. L'action l'emporte toujours. Comme on dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.